pense qu'on a besoin d'avoir l'humilité de se rendre compte que sur beaucoup de choses, l'IA est devenue meilleure que nous, et que quand elle a une opinion différente de la nôtre, c'est souvent nous qui nous trompons. L'IA fait peur, l'IA fascine. Le discours actuel sur l'IA est totalement binaire. Soit technophile, idolâtre avec zéro recul, soit bêtement technophobe. La bonne manière de réfléchir à ça, c'est pas d'être entre les deux, c'est de dire qu'on doit avoir et plus de technologie là où c'est nécessaire, et plus de démocratie pour décider là où c'est nécessaire et là où on ne veut pas que ça soit le cas. Olivier Sibony nous aide à naviguer dans cette révolution technologique en répondant à la question profonde: comment décider à l'ère de l'IA ? Une grande partie des compétences qu'on attend chez les managers, c'est pas d'apporter la bonne réponse à des questions qui ont une bonne réponse. C'est de savoir poser les bonnes questions et de savoir gérer les questions qui n'ont pas de réponse. Il répond dans cet épisode à des questions qu'on se pose tous. Peut-on faire confiance à l'IA pour notre santé, notre argent, notre couple, nos enfants ? Pourquoi l'IA se trompe autant ? Comment éduquer nos enfants à l'ère de l'IA ? L'IA comme psy, ça marche ? Les métiers qui vont disparaître, quels sont-ils ? Et à l'inverse, ceux qui vont s'amplifier, quels sont-ils ? Si je dis à mes étudiants je veux que vous soyez capables de tout faire sans IA, je trouve que je les prépare pas bien au monde dans lequel ils vont vivre. Tout le monde devrait écouter cet épisode pour aiguiser son discernement et surtout sa maîtrise de ce nouvel outil inévitable qu'est l'IA. Si ce n'est pas encore déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne pour soutenir ce travail. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Olivier Sibony. Ce que l'IA fait quand elle a des biais, c'est qu'elle nous tend un miroir. Elle nous tend le miroir sur nos propres biais, sur les biais de nos décisions passées. Et si notre réaction, c'est de casser le miroir, on n'aura pas meilleure mine pour autant. Mon cher Olivier, je te remercie 1000 fois d'avoir accepté cette invitation. Ce retour sur le podcast, même. C'est moi qui te remercie de m'inviter une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir et encore plus en vrai. C'est vrai qu'en physique, c'est quand même plus sympa. Et je te remercie d'être venu jusqu'à moi. Tu viens de publier cet ouvrage avec Eric Hazan. Faut-il encore décider la décision humaine à l'ère de l'IA ? Et je dois t'avouer quelque chose, mon cher Olivier. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je n'avais pas très envie de le lire, malgré le fait que j'ai beaucoup d'affection pour toi, parce que je trouve que le discours actuel sur l'IA est en général soit totalement idolâtre, avec zéro recul, que des gens qui vous disent que l'IA a changé le monde, etc. Et en même temps, tu as d'un autre côté quelque chose d'inverse totalement, qui sont des gens complètement technophobes, qui te disent qu'en tout cas, ça va nous ruiner notre vie. Et donc, j'étais pas très à l'aise et je me suis dit, bon, je vais faire un petit effort parce que c'est toi. Et donc, je l'ai lu et j'ai été, non pas étonnée, puisque bien sûr, je m'attendais à de la grande qualité de ta part, mais j'ai été interpellée. Et donc, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Donc, je te remercie. Eh ben, c'est moi qui te remercie et je suis content que tu observes qu'on a essayé justement de ne pas tomber dans ces deux écueils dans lesquels on trouve aussi que beaucoup de gens tombent. Donc dans les deux clichés. Donc pour commencer, j'ai envie, avant qu'on rentre dans cette espèce de masterclass sur l'IA qu'on va faire ensemble, que tu me dises pourquoi vous avez ensemble décidé d'écrire ce livre. En fait, moi, mon sujet depuis longtemps, c'est la décision et la prise de décision. Et une des choses que, dans les études sur le jugement et la décision, on étudie depuis longtemps, c'est les aides à la décision. Pourquoi est-ce que les gens font ou ne font pas confiance à une aide à la décision ? C'est un sujet qui est très vieux, qui a 60-70 ans. Et depuis 60 ou 70 ans, on se pose la question de qu'est-ce qui fait que les gens vont croire ou ne pas croire quelque chose qui les aide à décider. Et là, tout d'un coup, avec l'IA, ça change radicalement. Et donc, je me suis posé la question et ensuite j'ai pensé qu'il fallait que je me mette avec quelqu'un qui connaissait mieux que moi l'IA, donc Eric Hazan, mon co-auteur, en me disant, au fond, qu'est-ce que l'IA nous oblige à repenser dans la manière dont on pense la décision. Donc, c'est pas un livre sur l'IA, c'est un livre sur la décision. Et à l'ère de l'IA. À l'ère de l'IA, bien sûr, mais au fond, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans l'exercice, c'est de se rendre compte que l'IA nous force à nous reposer la question de qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision. Et jette une nouvelle lumière sur les zones d'ombre de nos décisions, sur les faiblesses de nos décisions, sur les ambiguïtés de nos décisions, et nous force à traiter ces faiblesses et à sortir de ces ambiguïtés. Une question pour toi, comment est-ce que toi tu utilises l'IA au quotidien ? Je me suis posé cette question, tu vois, en lisant ce livre. Je me suis dit, est-ce que tu es un aficionado, tu l'utilises un peu pour tout ? Quels sont peut-être d'ailleurs les IA que tu utilises le plus ? Je serais curieuse de le savoir. Je ne suis pas un utilisateur très sophistiqué, je suis... je pense l'utilisateur à peu près moyen dans mon domaine, c'est-à-dire que j'ai un abonnement payant, mais pas astronomique, à Claude et à ChatGPT, et je m'en sers pour faire des recherches
et des travaux de base. Donc typiquement, je m'en sers pour débroussailler une recherche documentaire sur des articles scientifiques. Chose pour laquelle le rythme du progrès est incroyable. Enfin, par rapport à ce que tu sortais il y a un an où tu te disais oui alors ça vraiment bof. Et tu arrives à avoir de la fiabilité dessus. Tu arrives à avoir beaucoup de choses, de la fiabilité pas toujours, de l'exhaustivité certainement pas, mais tu gagnes un temps fou. C'est ça, quand même. Tu gagnes un temps fou. Je m'en sers pour l'enseignement de plein de manières. Par exemple, c'est tout bête, mais j'ai un petit device qui s'appelle Plod, qui est une espèce de petit enregistreur qui fait la synthèse de mes cours. Donc je le branche au début de mon cours, je parle 1h30, et à la fin, les étudiants reçoivent, une demi-heure après la fin du cours, l'équivalent des notes prises par le meilleur élève de la classe. Tu sais, celui à qui tu passais un coup de fil quand tu étais malade et tu disais « Est-ce que je peux avoir tes notes parce que je sais que toi tu les prends bien ?» Ben voilà, maintenant il existe, il est informatisé et on peut l'avoir à chaque classe. Donc je leur dis « Vous aurez les notes ». Et ils trouvent ça génial. Et il n'y a pas moins de présence, il n'y a pas plus d'absentéisme dans tes cours à cause de ça ? Non, au contraire, il y a plus de participation. Ah, c'est génial. Parce qu'ils sont moins occupés à prendre des notes en essayant de se demander en essayant d'être sûr de tout noter. Ils savent qu'il y aura un filet de sécurité pour rattraper derrière. Et donc, ils peuvent être plus impliqués dans la discussion. Super intéressant. Je m'en sers aussi, parce qu'il y a le revers de la médaille pour eux, d'une certaine façon. Ensuite, je prends le texte en question et je demande à ChatGPT, en l'occurrence, de me faire un quiz à partir de ce que j'ai raconté, et donc au cours suivant, je peux vérifier qu'ils ont à peu près écouté ce que j'ai raconté. Génial. Et ensuite, naturellement, je lui demande de corriger le quiz. Donc quand même un sacré gain de temps. C'est un teaching assistant assez efficace. Ouais. De manière générale, c'est un assistant assez efficace. Enfin, il faut le contrôler et le manager. Voilà, comme tous les assistants, il a besoin d'être managé. Pourquoi l'IA se trompe autant ? Alors, quand on dit que l'IA se trompe autant, on pense à l'IA générative. Et quand on parle de l'IA aujourd'hui, on parle de l'IA générative. En fait, une petite histoire de l'IA qu'on résume au début de notre livre consiste à dire que l'IA a répliqué à sa manière ce que sont les deux modes de pensée que nous avons, tels que la science cognitive les décrit. Les deux modes de pensée que la plupart des gens connaissent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le système 1 et ce qu'on appelle le système 2. Le système 1, c'est la pensée facile, rapide, intuitive, les idées qui te viennent sans savoir d'où elles viennent. La pensée naturelle et sans effort, d'une certaine façon. Le système 2, c'est la pensée lente, rationnelle, qui a besoin de faire des efforts, qui suit des règles, qui est analytique, etc. Et en fait, historiquement, l'IA a commencé par essayer de répliquer l'intelligence du système 2. C'est-à-dire que dans les années, au début, les pionniers de l'IA, vraiment les années 40-50, et puis ensuite dans les années 60-70, l'IA est une IA à base de règles et de symboles qui imagine qu'on va pouvoir répliquer l'intelligence humaine en faisant des formules. Par exemple, les systèmes experts, c'est cette logique-là, on va voir des experts, on leur dit, voilà, vous êtes médecin, quelles sont les règles que vous suivez pour faire un diagnostic ? Et on leur demande, quels symptômes vous regardez, quel est l'arbre que vous suivez pour faire votre décision, et on essaye de codifier tout ça. Et en fait, vers les années 70, on s'aperçoit que ça marche pas, qu'on arrive à une limite technique qui tient au fait que, dans la vraie vie, les gens suivent pas des règles. En fait, ils utilisent leur système 1. Ils utilisent une forme de raccourci, une forme d'intuition. Tout ne peut pas être fait en suivant des règles. Et quand on essaye de suivre des règles, on n'arrive jamais à imaginer tous les cas particuliers. Et en fait, ce que l'IA générative a réussi à faire depuis quelques années, et qu'on n'arrivait pas à faire parce que c'était techniquement très compliqué et que ça demandait énormément de puissance de calcul, les algorithmes qu'on n'avait pas encore, donc ça a pris très longtemps d'y arriver, mais on y arrivait aujourd'hui, c'est avoir une IA qui ressemble à notre système 1. C'est pour ça qu'elle nous paraît tellement naturelle. C'est pour ça que d'avoir une conversation avec Claude ou avec ChatGPT, on a cette impression déconcertante de parler avec un humain. Et qu'on perd le sentiment de parler avec une machine parce que elle réplique ce qu'il y a de plus naturel en nous. Et donc la réponse à pourquoi est-ce qu'elle se trompe tellement, c'est qu'elle se trompe tellement parce qu'elle ressemble beaucoup à la manière dont nous nous trompons. C'est-à-dire qu'elle finit par faire des erreurs qui sont... L'IA générative, l'IA façon système 1, fait des erreurs qui ressemblent à celles de système 1, c'est-à-dire des erreurs d'inattention, des erreurs qui consistent à pipoter quand on ne sait pas, ce qu'on appelle les hallucinations. En fait, moi je préfère les appeler du pipeau, c'est-à-dire que c'est en fait ce que font mes élèves quand je les envoie, quand je leur pose une question, qu'ils n'ont pas appris la leçon et qu'ils essayent de baratiner, et que
si j'étais pas le prof, je me laisserais avoir, parce que ils le disent avec beaucoup d'aplomb, tu vois. Donc en fait, ça, c'est ce que le système 1 fait très bien. Et donc, depuis qu'on a des IA qui ressemblent à notre système 1, elles font des erreurs humanoïdes, des erreurs qui sont pas humaines, parce que les IA sont pas humaines, mais des erreurs qui ressemblent aux erreurs humaines. C'est ça qui est tellement troublant. Génial, merci beaucoup. L'IA se trompe, mais tu l'as dit, elle a de l'aplomb. Elle est sûre d'elle. Comment pas se faire avoir, nous, de notre côté ? Alors, j'ai envie de répondre à cette question en challengeant l'hypothèse, parce que l'IA se trompe, mais nous aussi. Nous aussi, on se trompe. Et la question qu'on devrait commencer par se poser, c'est est-ce que l'IA se trompe plus souvent que nous ? Et si on pense qu'elle se trompe, est-ce qu'on est sûr qu'elle se trompe et que c'est pas nous qui nous trompons ? Et en fait, il va y avoir de plus en plus de sujets sur lesquels, quand on croit que l'IA se trompe, c'est en fait nous qui nous trompons. Dès qu'on est sur des sujets sur lesquels on a une IA validée, qui est capable de nous fournir une aide à la décision qui est meilleure que nous, il faut qu'on arrête de penser qu'on doit toujours vérifier ce que fait l'IA et la corriger si on pense qu'elle se trompe. Parce qu'au fond, si l'IA est meilleure que nous, ça ne peut être que parce que quand elle n'est pas d'accord avec nous, c'est elle qui a raison. Et donc, si on la corrige, on dégrade sa performance. Donc, oui, bien sûr, il y a beaucoup de cas où il faut faire attention, et on va en parler, mais il y a d'abord un cas dont je trouve qu'on parle pas assez souvent, qui est le cas, le type de décision, où on peut avoir une IA qui est meilleure que nous, et où il faut accepter de lui déléguer la décision. Il faut accepter de ne pas repasser derrière. Ça, c'est très contre-intuitif, parce qu'on n'arrête pas de nous dire l'humain doit garder le contrôle, poser la question mais vérifier toujours. Même ChatGPT et Claude te disent toujours vérifier les résultats. Vrai. Attention, on garantit rien. On se mouille pas. On se mouille pas. Mais au fond, il y a des questions, et c'est vrai pour ChatGPT et Claude pour la raison qu'on a évoquée, hein, mais il y a des questions sur lesquelles il faut qu'on soit capable de faire confiance à l'IA quand elle n'est pas d'accord avec nous. Ouais, et t'en parles d'ailleurs longuement dans le livre. On peut d'ailleurs faire une transition là-dessus, puisque finalement, on peut se dire quelles sont les décisions que, selon toi, on devrait 100% déléguer à l'IA. Alors, sur le principe, on va prendre des exemples, mais sur le principe, c'est les décisions qui remplissent deux critères. Le premier, c'est qu'on sait exactement ce qu'on veut. On est capable de dire quel est l'objectif qu'on poursuit. On est capable de programmer un algorithme en lui disant « voilà l'objectif que je poursuis ». Et la deuxième condition, c'est qu'on a énormément de données de bonne qualité pour entraîner cet algorithme. Exemple, la lecture d'images médicales. Quand je lis une radio, je sais ce que je cherche à savoir s'il y a une tumeur ou s'il n'y a pas de tumeur, s'il y a une fracture ou s'il n'y a pas de fracture. C'est pas une question d'appréciation, de jugement et d'interprétation. Il y a ou il n'y a pas, et donc je peux avoir des centaines de milliers d'images qui me servent à entraîner un algorithme qui va dire si là il y a ou il n'y a pas une fracture, une tumeur, etc. Donc là, à partir du moment où j'ai confiance dans le fait qu'un algorithme est meilleur que moi pour lire ces images, je dois lui faire confiance. Pour avoir confiance, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies, on y reviendra. Mais si j'ai confiance dans cet algorithme, à ce moment-là, il faut que j'accepte que même quand il me surprend, c'est lui qui a raison. Sinon, je vais dégrader sa performance. Il y a une étude très intéressante dans le domaine médical, justement, où on demande à des médecins de faire une série de diagnostics très difficiles, on demande à une IA spécialisée de faire la même série de diagnostics, et l'IA est bien meilleure que les médecins. Et là, les expérimentateurs se disent, on va parier sur l'équipe homme-machine, puisqu'on n'arrête pas de nous dire tout le temps que l'IA c'est bien, mais l'humain plus l'IA, l'humain augmenté, c'est encore mieux. Donc ils disent aux médecins, ils prennent un troisième échantillon, c'est-à-dire pas l'humain, pas l'IA, mais humain plus IA, et ils disent aux médecins, prenez l'IA, écoutez ce qu'elle vous dit, et faites votre diagnostic. Et résultat, les humains ne s'améliorent pas. Parce que chaque fois que l'IA n'est pas d'accord avec eux, ils pensent qu'elle se trompe. Et ça, on a un biais contre l'IA, en fait. Et en fait, c'est une idée assez basique, qu'on parle d'IA ou de qui que ce soit. Personne ne peut t'aider à améliorer tes décisions si tu penses que tu es plus maligne que lui. Donc si tu n'écoutes pas l'IA parce que tu penses que chaque fois qu'elle n'est pas d'accord, elle se trompe, elle ne peut pas améliorer tes décisions. Donc il faut qu'on soit très exigeant a priori pour qualifier l'IA dont on va se servir. Il faut qu'on soit extraordinairement scrupuleux sur le choix des IA auxquels on va déléguer nos décisions. Mais une fois qu'on décide de leur déléguer les décisions, il faut qu'on les délègue vraiment. Et l'imagerie médicale, par exemple, peut faire partie des cas dans lesquels il est prouvé que avec la bonne IA, donc comme tu disais, qui a été méticuleusement choisie et avec des datas probablement qui ont été méticuleusement sélectionnées, là pour le coup, elle est plus efficace que le jugement humain.
Absolument, et tu mets le doigt sur la question clé. Il faut que la validation des IA qu'on va utiliser pour servir d'aide à la décision soit faite rigoureusement par des organismes indépendants, pas par le vendeur d'IA qui te dit que son IA est bonne, C'est sûr. sur des données qui sont pertinentes par rapport à tes problèmes à toi. Donc si par exemple on te dit j'ai une super IA pour faire du recrutement, à qui est-ce que tu vas poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne IA pour faire du recrutement chez moi ? C'est beaucoup plus compliqué. Et là, on entre dans un autre cas de figure. Le cas du business de l'IA. Alors, on entre dans le cas où on pense pour le coup que sur une question de recrutement ou sur des décisions stratégiques, on ne devrait pas les déléguer à une IA. Parce qu'on n'est pas capable justement d'entraîner un algorithme sur beaucoup de données. Et surtout parce qu'on n'est pas capable de dire très précisément ce qu'on cherche. Pour revenir sur les questions de biais que tu évoques là, est-ce que l'IA a des biais ? C'est-à-dire que est-ce qu'un ChatGPT, un Claude, quand on lui pose des questions, peut avoir des biais ? Absolument. Pourquoi ? Absolument. Pour les mêmes raisons qu'on en a nous. Et parce que l'IA générative est entraînée sur les décisions qu'on a prises nous, et donc va refléter, quelquefois amplifier, mais à la limite simplement refléter, ça suffit, les biais que nous avons. L'exemple classique, qu'on a tous entendu, c'est l'IA de recrutement. Il y a un exemple fameux d'Amazon il y a quelques années, l'IA de recrutement qui est sexiste, qui recrute essentiellement des hommes. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit recrute des gens qui correspondent au profil qui a réussi chez Amazon. Le profil qui a réussi chez Amazon, c'est surtout des hommes. Donc l'IA va recruter surtout des hommes, ce qui est d'autant plus troublant qu'elle ne sait pas parmi les CV qui est un homme et qui est une femme parce qu'on ne lui donne pas cette information. Et la puissance de l'IA générative est telle qu'elle arrive à être sexiste sans savoir si elle a affaire à un homme ou à une femme. Comment ça ? Elle déduit de certains éléments du CV ? Elle déduit. En fait, c'est pas très difficile, même pour un humain, de savoir que si tu pratiques certains sports, si tu as suivi telle formation, si tu as certains hobbies, si tu écris d'une certaine manière, tu es plutôt une femme ou plutôt un homme. De même que si on parle aux États-Unis d'ethnicité, le code postal suffit à peu près à savoir si tu es noir ou si tu es blanche. Donc, l'IA va reproduire les biais qui sont dans les données. Le piège ici, c'est de se dire « Ah, mon Dieu, l'IA est biaisée, donc il ne faut pas s'en servir. » Parce que, encore une fois, si elle est biaisée, c'est parce que les humains le sont. Donc en fait, ce que l'IA fait, quand elle a des biais, comme dans cet exemple du recrutement, c'est qu'elle nous tend un miroir. Elle nous tend le miroir sur nos propres biais, sur les biais de nos décisions passées. Et si notre réaction, c'est de casser le miroir, on n'aura pas meilleure mine pour autant. En fait, ce qu'on devrait faire quand on se voit dans le miroir et qu'on n'aime pas ce qu'on voit, c'est se dire, comment je fais pour avoir meilleure mine ? Et ça veut dire se poser la question de pourquoi est-ce que nos décisions humaines de recrutement n'ont pas été aussi impartiales et aussi exemptes de biais qu'on le voudrait. Et c'est en ça que l'IA nous tend un miroir et nous force à améliorer notre prise de décision. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans l'étude de l'IA et de la décision, c'est qu'en fait, la question n'est pas juste quelle décision je confie à l'IA, la question est qu'est-ce que l'IA me permet, voire me force à améliorer dans mes décisions, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient automatiques. Hyper intéressant. Vraiment beaucoup de nuances et de subtilités dans le propos, c'est passionnant. Quand même, on a évoqué la délégation de la décision à l'IA, et il y a l'inverse en fait que tu décris d'ailleurs dans le livre, les cas où, au contraire, tu recommanderais de déléguer, de ne jamais déléguer à l'IA. Donc, on a parlé de l'exemple de l'imagerie médicale, où en fait, il y a une erreur qui est faite par nos biais, en tant que médecin peut-être, de ne pas vouloir déléguer en se disant « ouais, je vais avoir un meilleur jugement ». Et à l'inverse, quels sont les cas dans lesquels il faut déléguer ? Alors, on essaye d'avoir une position de logique ou de principe là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui te disent il ne faut pas déléguer les décisions importantes à l'IA parce que l'IA n'est pas humaine et il faut que les décisions importantes soient humaines, par exemple. Et personnellement, ça me paraît absurde. Si une décision est importante, plus une décision est importante et plus on veut qu'elle soit bonne. Et donc, si l'IA peut prendre une meilleure décision que nous sur un sujet important, il me semble qu'on devrait la confier à l'IA. Parce qu'il n'y a pas de raison que... Donc juste parce qu'une décision... Tu ne mets pas de dimension éthique ou morale derrière. Alors, il peut y avoir une dimension éthique ou morale, mais l'importance de la décision n'est pas en elle-même une raison de pas vouloir que la décision soit prise par l'IA si l'IA peut être meilleure. Donc la manière dont on se pose le problème, c'est de dire quand est-ce qu'une décision
a tellement besoin d'être humaine que je suis prêt à sacrifier une partie de la qualité de cette décision pour qu'elle reste humaine. Tu vois que la barre est haute. En fait, la charge de la preuve est assez lourde. Si je suis capable de te dire, voilà une IA qui va décider mieux que toi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu dises non, je préfère quand même que ça soit moi qui décide. Et en fait, ce que ça te force à demander, c'est quand est-ce que le processus de décision et le fait que ce processus soit humain est plus important que la qualité de la décision, ou au moins aussi important que la qualité de la décision. Alors prenons un exemple concret pour illustrer ça. La décision judiciaire. Décision judiciaire, il y a beaucoup de décisions judiciaires où il n'est pas difficile d'imaginer qu'une IA pourrait permettre de gagner beaucoup de temps, d'avoir des décisions plus équitables et qui dépendent moins de l'humeur du juge le jour où il rend son verdict, ou simplement de l'aléa d'avoir affaire à un juge plutôt sévère ou au contraire à un juge plutôt indulgent. On aurait probablement moins d'erreurs administratives et moins de paperasserie. Bref, on peut imaginer pour plein de raisons que l'IA rendrait des décisions de justice qui seraient, au bout du compte, meilleures. Est-ce qu'on est prêt à le faire pour autant ? Nous, on pense que non. Il y a des gens qui pensent que oui, mais nous, on pense que non, parce que le fait que la justice soit rendue par des humains et le cheminement de la décision à travers cette justice, la justice procédurale, comme on dit, c'est-à-dire le fait de suivre une procédure, fait partie de la qualité de la décision. La décision, c'est pas seulement le verdict au bout du compte. Rendre la justice, c'est pas seulement produire un verdict, c'est entendre les témoins, respecter des formes, porter des robes dans le tribunal, faire tout ça dans un décor particulier. Et tout ça a une fonction cathartique pour les parties prenantes, a une fonction de démonstration vis-à-vis de la société que la justice a été rendue est en train d'être exercée au nom du peuple français, comme on dit au début des jugements. Donc tout ça pour dire que le processus est au moins aussi important que la décision, et que si on pouvait court-circuiter ce processus, même pour arriver à une décision qui serait aussi bonne ou meilleure, on devrait quand même pour autant pas le faire. Alors, je dis ça, l'image qu'on a en tête quand je dis ça, c'est le procès d'assises. À l'autre extrême, il y a la contravention. Et la contravention, pas grand monde, je pense, ne pense que c'est un problème qu'elle soit automatisée et que le radar te flash et t'envoie ta contravention et que tu la payes. Et pas grand monde pour dire non, il faudrait que tu passes en jugement et qu'il y ait un débat où tu puisses faire valoir tes arguments. La question, c'est où est-ce qu'on place la limite ? Et c'est pas une question très simple. Et ce qu'on dit, Éric Hazan et moi, c'est que ce type de question, la question de qu'est-ce qu'on est prêt en tant que société à déléguer à l'IA pour que la décision soit meilleure, et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à déléguer à l'IA parce qu'on pense qu'il est important que la décision reste humaine, cette décision-là, cette méta-décision, si on peut dire, c'est une décision qui a besoin d'être débattue démocratiquement. Et tu vois, par exemple, dans la campagne présidentielle, je trouve que c'est un sujet dont on devrait parler. J'ai peu d'espoir, parce que... Écoute, peut-être que certains décideurs politiques nous écoutent et vont s'emparer de ce sujet, mais effectivement. Mais tu as tout à fait raison, c'est intéressant de se dire qu'on est un peu en train de regarder le problème par le bout de la lorgnette, et que si on s'élevait d'un certain niveau, on pourrait commencer à se poser la question dans ces termes-là, typiquement sur la justice, de où est-ce qu'on va placer le curseur, comme tu le dis très justement. Et sur ce sujet de la prise de décision entre humains et IA, évidemment, tu me vois venir, il y a le dernier cas de figure qu'on a rapidement évoqué quand tu parlais de l'imagerie médicale, qui est le cas de la décision à deux, dont tu parles quand même très en profondeur dans le livre. Déjà, ça ressemble à quoi concrètement, en réalité, la décision à deux ? Et donc, quels sont, selon toi, les cas dans lesquels c'est finalement l'outil le plus performant ? Alors, ce que la décision à deux, ou la codécision avec l'IA, comme on l'a appelé, c'est la situation qui va, je pense, être la plus fréquente pour les gens qui nous écoutent et qui sont des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, etc. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de situations, la plupart des décisions qui tiennent éveillés les entrepreneurs et les dirigeants la nuit, c'est des décisions où en fait on ne sait pas dire précisément ce qu'on cherche à optimiser. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs objectifs et parce qu'on n'est pas capable de les prioriser, de les hiérarchiser d'une manière mécanique ou quantitative. Exemple, le recrutement dont je parlais tout à l'heure. Quand tu recrutes quelqu'un, Pauline, tu as une liste de critères. Tu voudrais idéalement que ça soit quelqu'un qui ait telle expérience et telle compétence et telle personnalité, etc. Mais si on te demande de prioriser ces critères, ou a fortiori de les pondérer et de leur donner des importances, tu vas dire, non, c'est compliqué, il faut que je voie les gens en vrai et on verra au cas par cas. Ou bien quand tu prends une décision stratégique,
ça sert à quel est l'objectif que tu poursuis? Le succès de ton entreprise, mais le succès cette année ou le succès à long terme? Le développement de la marque ou le chiffre d'affaires immédiat? Déjà la rentabilité ou le chiffre d'affaires, déjà. Et puis, dès qu'on va être sur des décisions un petit peu compliquées, l'intérêt de toutes les parties prenantes ou seulement celui des actionnaires, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, et c'est ça qui fait que les décisions sont compliquées. Et que nous, humains, on arrive d'une manière un peu intuitive alors on fait des erreurs, d'ailleurs beaucoup d'erreurs en général dans ce genre de décisions, nous aussi, mais on arrive un peu dans notre cerveau à avoir, via peut-être le système 1, beaucoup d'éléments en tête en même temps, c'est ça? On va en tout cas on n'a en tout cas pas de meilleure manière de prendre ces décisions-là que d'y réfléchir longuement. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'IA peut nous aider à y réfléchir longuement. Parce que comment est-ce qu'on prend ces décisions-là traditionnellement? On en parle avec des gens autour de nous qui nous conseillent, avec nos équipes, avec nos conseillers, avec nos actionnaires, avec nos boards, avec nos conjoints, avec des gens à qui on a confiance. Et on essaye de prendre en compte toutes les idées, tous les facteurs, etc. Et une IA peut nous aider à faire ça. À condition qu'on ne fasse pas l'erreur qui consiste à lui demander « IA, qu'est-ce que je devrais faire ?» Ouais, mais qui est quelque chose qu'on fait beaucoup. Quelque chose qu'on fait beaucoup et qu'on ne devrait pas faire. Et ce qu'on ne devrait jamais faire, c'est demander à ChatGPT, qu'est-ce que je dois décider? Pour une raison évidente, qui saute aux yeux si on se pose la question, c'est que si tu poses la question 2 fois, tu vas avoir 2 réponses différentes. Si tu poses la question à ChatGPT, à Claude et à Mistral, tu vas avoir 3 réponses différentes. Si tu poses la question d'une manière formulée très légèrement différemment, qui donne à ton IA l'impression que tu as une idée en tête un peu différente, elle va aller dans le sens de ce que tu lui suggères, alors qu'en fait, elle devrait objectivement pas. Donc en fait, si tu poses cette question-là, tu utilises mal l'IA. Pour bien l'utiliser, ce que tu peux faire sur une décision comme ça, sur cette forme de codécision, c'est l'utiliser exactement comme tu utilises tes conseillers, tes collègues et tes collaborateurs, et ainsi de suite. Presque pour te faire accoucher d'une réflexion à toi-même? Exactement. Pour alimenter et nourrir ta réflexion. Par exemple, lui demander quels sont les critères que je devrais avoir à l'esprit, quels sont les facteurs que je devrais prendre en compte, quelles sont les informations que je n'ai pas encore collectées, quels sont les risques auxquels je n'ai pas pensé, quels sont les différents scénarios d'avenir dans lesquels cette décision-ci pourrait s'avérer être la meilleure et cette décision-là pourrait au contraire s'avérer être la meilleure. Si je suis sur une décision de recrutement et que j'ai 2 candidats qui sont parfaits ni l'un ni l'autre, mais qui ont des avantages et des inconvénients, aide-moi à réfléchir aux avantages et aux inconvénients de chacun. Si je choisis celui-ci, aide-moi à savoir qu'est-ce que je dois faire pour faciliter son intégration, pour l'aider à surmonter les difficultés qu'il va peut-être avoir compte tenu de ce qui lui manque. Et si je choisis celui-là, aide-moi à savoir quels sont les indicateurs de performance auxquels je dois être sensible dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, pour savoir s'il est sur la bonne voie pour se développer. Donc en fait, c'est d'utiliser l'IA pour mieux réfléchir à la décision que toi, humaine, tu vas prendre. Hyper intéressant. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA sur des sujets très personnels, comme par exemple la santé, l'argent, nos enfants, notre couple ? C'est une question compliquée parce que beaucoup de gens utilisent l'IA pour ça. Beaucoup de gens utilisent l'IA comme un compagnon, comme un coach, comme un thérapeute. Les professionnels de la santé mentale alertent, et on le comprend très bien, contre les risques que ça représente. Mais ils alertent aussi, et ils ont raison aussi, sur le fait qu'on manque énormément de vrais professionnels qui sont capables de satisfaire un besoin d'aide et de coaching. J'ai pas un avis autorisé là-dessus. Je suis pas un professionnel de la santé mentale, mais mon sentiment, c'est que l'IA a un rôle à jouer, non pas comme un substitut d'un ami, d'un coach, d'un thérapeute, etc., mais comme quelque chose d'autre, quelque chose de plus. L'analogie que je prends, c'est que si tu crois qu'un bitcoin c'est de l'or, tu te trompes, c'est pas la même chose. Mais si tu dis qu'un bitcoin ne vaut rien, tu te trompes aussi. Bitcoin vaut, en fait, beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc, il y a une valeur qu'il faut qu'on apprenne à bien calibrer, qui n'est pas la même valeur que celle d'un conseil humain, mais qui n'est pas nulle non plus. Parlons d'IA et d'éducation. C'est un sujet, mais qui je pense, fait peur à énormément de personnes qui certainement nous écoutent et qui se disent
comment gérer l'éducation de mes enfants à l'heure de l'IA? Est-ce que je dois leur apprendre tout de suite à utiliser, dès leur plus jeune âge, l'IA parce que ça va devenir un avantage compétitif dans la vie? Est-ce qu'au contraire, il faut que je les en préserve parce que sinon, ils ne vont plus jamais réfléchir tout seuls, entre guillemets? C'est, je pense, une idée commune qu'on peut avoir. Est-ce que je dois utiliser l'IA pour peut-être éduquer mieux mes enfants parce que je vais me faire, je sais pas, du coaching pour eux, etc. Quel est ton point de vue là-dessus? Et si je te disais que j'ai un point de vue très arrêté et complet, je serais pas honnête. Je ne suis pas sûr. Je crois, j'entends la panique morale sur le thème nos enfants vont devenir idiots, paresseux, incapables de réfléchir. Je crois que c'est un vrai risque. Et je pense que la réponse à ta question doit donc être très différente selon le niveau d'éducation dont on parle. Je prends un exemple, une analogie ancienne. Il y a des calculatrices, c'est pas pour autant qu'on a arrêté ou qu'on devrait arrêter d'apprendre les tables de multiplication. En revanche, je sais pas si toi tu sais encore extraire une racine carrée à la main, mais moi je sais pas et c'est pas très grave. Donc en fait la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelles sont les compétences de base dont il faut qu'on préserve l'apprentissage parce qu'on perdrait vraiment quelque chose à ne plus les avoir, comme les tables de multiplication dans mon exemple. Et quelles sont les choses où, au fond, si on arrête de savoir les faire, c'est pas forcément très grave. On nous dit l'IA va atrophier nos compétences. Oui, c'est sûr. Mais on a eu des tas de compétences qui se sont atrophiées depuis des millénaires. Je sais pas si tu sais encore faire un feu avec des silex. C'était une compétence sur laquelle tu n'aurais pas survécu pendant des milliers d'années. Mais aujourd'hui, si tu sais pas faire un feu avec des silex et que pendant tout le temps que tu n'as pas passé à faire du feu avec des silex, tu as appris à gérer une multinationale de la joaillerie, peut-être que tu as mieux utilisé ton temps. Donc, il y a un arbitrage à faire. Donc, quand on est chez les jeunes, je pense qu'il y a des choses qu'il faut protéger. Je pense que ça a beaucoup de sens de dire je veux que mes enfants apprennent à lire, à écrire, à compter, à réfléchir, à structurer un argumentaire, à lire des livres, etc. Parce que c'est des choses qu'on veut préserver. Maintenant, moi, je suis prof dans le supérieur, je suis prof à HEC. Si je dis à mes étudiants je veux que vous soyez capables de tout faire sans IA, je trouve que je les prépare pas bien au monde dans lequel ils vont vivre. Parce que je leur apprends pas des choses élémentaires, je leur apprends des compétences techniques qui consistent à faire ce qu'on fait quand on gère une entreprise, à prendre des décisions, à faire des choix, etc. Et pour ces choses-là, l'IA est évidemment un atout important et surtout, l'IA sera présente dans le monde dans lequel ils vont vivre. Donc, là, je crois qu'on est beaucoup plus sur un mode de fonctionnement où il faut qu'on apprenne à se servir de l'IA en ayant d'abord le discernement de savoir dans quel type de situation on est, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une situation où on peut déléguer à l'IA, est-ce qu'on est dans une situation où on va co-décider avec l'IA, ou est-ce qu'on est dans une situation où il y a des bonnes raisons de principe de ne pas vouloir utiliser l'IA. Ça, c'est une forme de discernement qu'il faut développer. Et ensuite, je pense que, si je pense à mes étudiants en management, l'IA va nous forcer à changer la hiérarchie des qualités qu'on valorise. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on valorise ? Qu'est-ce qu'on évalue ? Qu'est-ce qu'on teste quand on teste les gens quand ils passent le bac, quand ils passent un concours, quand ils sortent d'une école, etc. On teste leur capacité à répondre à des questions. À mémoriser aussi, parfois. À mémoriser pour répondre à des questions qui ont une bonne réponse. Ouais. En fait, l'intelligence, c'est pas juste l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence tout court. L'intelligence tout court telle qu'on la mesure, ce que mesurent les tests de QI, c'est la capacité à répondre à des questions qui ont une bonne réponse. Ça, c'est ce que tout le système éducatif est fait pour développer et tester, c'est-à-dire apporter la bonne réponse à des questions qui ont une bonne réponse. Je pense qu'en fait, on va se rendre compte qu'une grande partie des compétences qu'on attend chez les managers et plus généralement chez les humains heureux et épanouis dans la vie, c'est pas ça. C'est pas d'apporter la bonne réponse à des questions qui ont une bonne réponse. C'est de savoir poser les bonnes questions et de savoir gérer les questions qui n'ont pas de réponse unique. Naviguer l'ambiguïté. Naviguer dans l'ambiguïté, naviguer dans l'interaction humaine. Comment consoler un enfant qui pleure, c'est très important. Mais c'est pas l'IA qui va le faire pour toi. Et en fait, je pense qu'on va changer beaucoup on va valoriser des choses qu'on valorise pas suffisamment aujourd'hui parce que l'IA se substituera à des choses qu'on valorise beaucoup aujourd'hui. Et ça, je crois que ça va être très intéressant. Alors justement, tu m'amènes sur ce sujet de la société. J'avais envie de te demander,
on sort un petit peu du livre là dans ce cadre, mais quels sont selon toi les métiers qui vont être amenés à disparaître liés à cet essor en fait de l'intelligence artificielle? Il y a des tas de réponses qu'on peut apporter et des tas de réponses qu'on a tous entendues. Tout le monde est inquiet pour les traducteurs techniques, en tout cas pour les développeurs, les graphistes, les développeurs de jeux vidéo, pour les rédacteurs, pour des tas de professions intellectuelles qui font le genre de choses que fait ChatGPT. Maintenant, je crois que l'idée qu'il y a des métiers qui vont disparaître en entier, il y en aura peut-être quelques-uns, c'est sûr, ne fait pas justice à la réalité de la situation. Je pense qu'on va avoir beaucoup de métiers qui vont être transformés, où il y a des tâches qui vont disparaître et où d'autres tâches vont prendre plus d'importance. Je prends juste un exemple, les managers qui prennent des décisions, puisque c'est le sujet du livre. On s'imagine que, mon Dieu, si l'IA décide, je ne sers plus à rien. Mais si, tu sers à poser la bonne question pour savoir quelle est la bonne décision, tu sers à décider et à assumer la responsabilité de la décision, même si c'est l'IA qui t'a suggéré la décision, tu sers à mettre les gens en mouvement pour que la décision soit exécutée. Toutes ces choses-là sont super importantes. Je suis toujours étonné que les rubriques dans les journaux qui annoncent les promotions s'appellent décideurs. Comme si le fait de décider, c'était la chose la plus importante. Mais c'est pas la chose la plus importante. En tout cas, c'est pas la seule. Si tout ce que tu faisais, c'était décider, à la tête de ta boîte, il se passerait rien. Il suffit pas d'avoir décidé. Il faut faire des tas d'autres choses avant et après la décision. Donc, des tas de métiers vont être transformés, et puis je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que des tas de métiers vont apparaître. Les gens qui sont terrifiés à l'idée que l'IA va supprimer des centaines de milliers d'emplois, j'ai envie de leur dire, mais regardez les emplois autour de vous. Moi, je suis bien sûr très très vieux, comme chacun sait, mais quand j'ai commencé ma carrière, on n'aurait pas imaginé qu'il y aurait en France des dizaines de milliers de coachs. Je ne savais pas ce que c'était qu'un coach. Tu m'aurais dit qu'un jour les managers auraient des coachs, j'aurais dit mais à quoi ça sert ? Je vois à peu près à quoi sert le coach d'une équipe de foot, et encore, je suis pas sûr, mais j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait des dizaines de milliers de coachs. J'aurais pas imaginé qu'il y aurait des dizaines de milliers de développeurs de jeux vidéo, de community managers. Il y a une foule de métiers qui existent aujourd'hui dont on n'aurait même pas pu imaginer qu'ils existent. Donc quand les gens me disent mais l'IA va se substituer à tout, dis-moi ce que vont faire les gens demain. Je dis mais je sais pas vous dire ce que vont faire les gens demain, je ne sais pas l'imaginer, mais le fait que je sois incapable de l'imaginer ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut juste dire que j'ai pas assez d'imagination. Et ça s'est toujours passé comme ça quand il y a eu des révolutions technologiques. Donc je suis pas inquiet du fait que les emplois vont disparaître massivement. C'est la fameuse destruction créative. C'est la fameuse destruction créatrice. Je suis inquiet de la vitesse à laquelle ça va se produire. D'accord. J'ai tendance à penser que... Pourquoi ? Parce que le problème de la destruction créatrice, c'est que si ça se produit trop vite, ça disrupte énormément de gens qui n'ont pas le temps de se reformer à des nouveaux emplois. Et on a les perturbations sociales qui vont avec. J'ai tendance à penser que le changement, mais peut-être que je suis trop optimiste, que le changement ne sera pas aussi rapide que nous le promettent les prophètes de l'IA aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est que je comprends très bien pourquoi les prophètes de l'IA ont intérêt à nous dire que ça va être hyper rapide. Quand tu vois que la valorisation de ChatGPT et celle d'OpenAI, qui n'ont pas gagné un rond ni l'une ni l'autre pour l'instant... Même elles en perdent des kilomètres Et même elles en perdent des milliards par an. La valorisation de ces deux sociétés est équivalente aujourd'hui au PIB de la Pologne. Je ne parle pas de l'ensemble de l'IA, je parle juste de ces deux sociétés-là. Donc si j'étais assis sur une valorisation pareille, je pense que j'aurais aussi intérêt à expliquer que ça va révolutionner le monde entier. Très vite. Parce que sans ça, il n'y a vraiment aucune logique à ce que la bulle soit aussi gonflée. Donc, je comprends pourquoi on nous annonce ces choses-là, je le prends avec un grain de sel parce que j'ai mes doutes sur la taille de la bulle. Et l'autre raison pour laquelle je pense que le changement va prendre plus de temps, c'est que c'est pas parce qu'une chose est économiquement possible qu'elle se réalise dans la vraie vie, dans les entreprises. Moi qui ai été consultant un certain nombre d'années, j'ai passé une grande partie de ma vie à aller voir des entreprises en leur disant « Si vous faisiez X, vous gagneriez Y ». C'est ça qu'on fait quand on est consultant. Et curieusement, ils disent pas à chaque fois « Ah ben super, je vais le faire ». Il y a énormément de raisons de ne pas faire X, même quand ça permet de gagner Y. Et ça, c'était pour des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus garanties et beaucoup plus faciles que de complètement changer son business model pour devenir une société qui est entièrement dopée à l'IA. Donc, cette transformation, elle va prendre du temps. Elle va prendre du temps. Il y a même une troisième raison pour laquelle je pense qu'elle va prendre du temps, qui est une mauvaise raison.
mais qui malheureusement se profile à l'horizon, qui est que je pense on commence à avoir une forme de backlash technophobe anti-IA, dont on commence à voir les prémices un peu partout. Il y a des États aux États-Unis qui interdisent, aux États-Unis, pas dans le Larzac, qui interdisent la construction de data centers. Il y a des mouvements not in my backyard pour empêcher qu'on vienne construire des data centers parce que l'IA, c'est des méchants capitalistes. Il y a en France pas loin de 3000 universitaires, pas des gilets jaunes, des universitaires, qui sont objecteurs de conscience contre l'IA. C'est-à-dire qu'ils disent « nous ne toucherons pas à cette chose », contre l'IA générative précisément. « Nous ne toucherons pas à cette chose, nous ne voulons rien avoir à faire avec elle ». On sent une espèce de montée de l'inquiétude. C'est pour l'instant des signaux faibles et épars, et les gens se servent de ChatGPT en même temps que ces signaux montent. Mais on voit monter une inquiétude dont on peut assez facilement imaginer comment elle va se traduire en actes, en réglementation, en obstacles et en manière de ralentir le développement de l'IA. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis moins inquiet que la plupart des gens, on va dire, sur la vitesse à laquelle l'IA va disrupter l'emploi. Et il se peut que quand on réécoutera ça dans un an, on se dise que j'étais complètement stupide. C'est déjà arrivé. Je pense qu'on se dira pas ça. On dira peut-être que tu t'es trompé, mais... Est-ce qu'on risque de s'atrophier intellectuellement si on délègue trop ou qu'on utilise trop l'IA ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est sûr qu'on va atrophier certaines compétences. Quand on utilise des calculatrices, on atrophie nos compétences de calcul mental. Quand on utilise Waze ou Google Maps, on atrophie notre sens de l'orientation. Et est-ce grave, docteur ? C'est ça la question, et c'est une question qu'il faut se poser. Je dis pas que c'est jamais grave, je dis pas que c'est toujours grave, je dis qu'il faut se poser la question compétence par compétence. Si on n'est pas capable de réfléchir et d'avoir de l'esprit critique par rapport à ce que nous dit une IA, oui, bien sûr, c'est grave. Si on n'est pas capable d'avoir le discernement de savoir quand se servir de l'IA, oui, bien sûr, c'est grave. Si on n'est pas capable de décider quels objectifs on assigne à l'IA, qu'est-ce qu'on lui demande d'optimiser, quelles sont les valeurs que reflètent les IA qu'on utilise, et donc les choix qu'on lui demande de faire pour nous, bien sûr, c'est grave. Donc, toutes ces compétences-là, on a besoin non seulement de les préserver, mais de les développer. Parce que, encore une fois, quand on prend des décisions aujourd'hui, en tant qu'humain, sans IA, on ne sait pas forcément suffisamment poser ces questions-là. Alors, je reprends l'exemple du recrutement parce qu'il est simple. Quand je fais un recrutement, je décide au cas par cas. Je ne me suis pas demandé... Au fond, quel est l'arbitrage que je fais entre la prise de risque et la diversité ? Si je recrute des gens qui sont tous pareils, c'est plus sûr. Si je veux avoir un petit peu plus de diversité et un peu plus de gens qui frottent un peu, qui piquent un peu, qui sont un peu différents de ceux que j'ai autour de moi, c'est un petit peu plus risqué. Est-ce que je me suis demandé explicitement quel doit être cet arbitrage ? Ou est-ce que je le fais au cas par cas ? Voilà une question que l'IA va nous forcer à nous poser. Et c'est bien. Voilà des compétences que l'IA va nous forcer à développer. Inversement, est-ce que c'est très grave si je suis moins bon dans quelques années que je ne l'étais il y a quelques années pour relire un texte et m'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dedans ? Ça va faire débat. Ça va faire débat. Et voilà une chose sur laquelle, en toute modestie, je pense que j'étais très très bon. C'est la science des ânes, l'orthographe, comme chacun sait. Donc je peux me vanter d'être très très bon en orthographe. Je pense qu'en réalité, si je m'atrophie sur cette compétence-là, c'est pas un drame. La créativité, l'intuition, l'empathie, est-ce que l'IA peut vraiment les simuler ? Typiquement, IA et créativité, dans les métiers créatifs, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, les métiers créatifs, le vrai débat, c'est qu'est-ce qu'on appelle la créativité ? Il y a des tas de choses qu'on appelle créatives qui sont en fait, qui relèvent en fait pas de la création, qui relèvent de la recomposition. Ouais. Et voilà ce que l'IA fait beaucoup mieux que nous. Donc, si par exemple, tu demandes à une IA de te générer 10 idées de business sur un thème donné, ce qui est une forme de créativité, elle va le faire beaucoup plus vite et avec une excellente qualité par rapport... il y a des tas d'expériences où on voit qu'elle fait ça mieux que des MBA, etc. Donc il y a des formes de créativité pour lesquelles l'IA va en fait être très très bonne. Maintenant, la vraie créativité, la créativité artistique, ça c'est autre chose. Pourquoi ? Une phrase qui m'a beaucoup frappé dans une interview de Sam Altman, on lui demandait, Sam Altman, le patron d'OpenAI, on lui demandait quand est-ce que ChatGPT sera capable d'écrire des poèmes aussi beaux que ceux de Pablo Neruda ? Et du tac au tac, Sam Altman répond très bientôt, mais tu n'en auras rien à faire.
Et en fait, je pense que c'est très profond, je suis pas toujours d'accord avec Sam Altman, mais là je pense que c'est très profond ce qu'il dit. Il dit, au fond, ce qui nous intéresse dans le poème de Pablo Neruda, c'est pas le poème, c'est le fait qu'il a été écrit par Pablo Neruda. Ce qui nous intéresse dans un tableau, c'est pas qu'il soit beau, et qu'une IA trouve qu'il est beau, c'est que un humain le regarde et éprouve une émotion humaine subjective. Donc, le jugement artistique et a fortiori la création artistique sont des choses qui vont rester essentiellement humaines. Parce que la chanson écrite par l'IA, c'est amusant. On a tous fait l'expérience d'aller sur une application qui fait des chansons et de lui faire générer une chanson. Je pense que, comme moi, tu as dû le faire une fois et puis te dire, en fait, c'est pas très drôle. C'est pas très intéressant. La création, il faut qu'elle vienne d'un humain. Ce qui nous intéresse dans la création, c'est son humanité. C'est l'émotion, ouais. Et alors, qu'est-ce que l'IA ne va jamais pouvoir remplacer? Donc, peut-être la création, la vraie, autre chose? Alors, dans les choses dont on pense que l'IA ne devrait pas les remplacer, même si la tentation peut être là, il y a effectivement la créativité, il y a la justice dont on a parlé, il y en a au moins deux autres, et je prétends pas qu'on ait été exhaustif là-dessus. Il y a la situation dont on parle beaucoup en ce moment, malheureusement, qui est le problème éthique des armes létales autonomes. Est-ce que des robots tueurs, c'est quelque chose d'acceptable? Il y a débat là-dessus. Il y a d'abord une pratique qui, malheureusement, est en avance sur le débat, mais il y a un débat, y compris chez les philosophes, avec des philosophes qui disent une IA qui décide qui elle tue, elle va moins se tromper, elle va être plus objective que des humains qui peuvent perdre leur sang-froid, vouloir venger leur camarade qui vient de tomber. Bref, on peut imaginer qu'une IA serait plus rationnelle pour faire la guerre. Il nous semble, et il semble en fait à la majorité quand même des gens qui se penchent sur cette question, que c'est une très très mauvaise idée et qu'il y a une vraie raison éthique, sans parler des problèmes juridiques et des problèmes pratiques qui sont réels aussi, mais une vraie raison éthique de ne pas vouloir qu'une chose pareille se produise, et donc de vouloir qu'on réglemente ça et qu'on ait une forme de réglementation internationale sur les armes létales autonomes. Chose dont on discute depuis très longtemps, qui n'avance pas beaucoup parce que il y a des problèmes d'abord de multilatéralisme qui est assez ensablé en ce moment, mais aussi assez basiquement parce que c'est assez compliqué de définir ce que c'est qu'une arme létale autonome. Et puis il y a une autre chose qui est moins triste, qui est en fait tout ce qui nous engage affectivement dans la durée. En gros, l'amour, pour le dire simplement. Est-ce que si une IA pouvait te dire qui va être l'homme de ta vie, tu devrais suivre son avis? C'est une bonne question. Et il me semble que la réponse est non. Alors, pourquoi? Parce que voilà une décision qui est difficile, qui n'est pas toujours réussie. On sait que la plupart des mariages finissent mal. Et où parfois on se dit qu'on fait toujours les mauvais choix, Parfois on se dit qu'on fait toujours les mauvais choix. Et en fait, ce qui fait que ce choix-là a une chance d'être bon, c'est plein de choses. Il faut avoir beaucoup de chance, et voilà, mais c'est aussi le fait que ce choix soit le tien. Le fait que tu fasses ce choix va faire que tu es engagé dans le fait de faire en sorte qu'ils réussissent. Sans cet engagement, il y a beaucoup moins de chances qu'une relation soit stable. Et je prends l'exemple de l'amour, mais c'est vrai aussi pour des engagements affectifs d'une autre nature. Le métier que tu choisis de faire, une IA pourrait te dire, compte tenu de ta personnalité, tu devrais faire ce métier-là. Sauf que quand tu vas rencontrer des difficultés dans ton métier, tu vas peut-être te décourager. Et ce qui va t'aider à ne pas te décourager, c'est que tu vas te dire, non, j'ai fait ce choix moi. C'est pas juste une IA qui me l'a conseillé. Ou la maison dans laquelle tu choisis d'habiter, une IA pourrait te dire en fait la bonne maison à acheter c'est celle-là. Mais le fait que tu l'aies choisi, que tu aies eu un coup de cœur, que tu te sois dit non, c'est là que je veux habiter et c'est ici que je vais faire des travaux et c'est moi qui vais embellir cette maison, c'est ça qui t'y attache. Donc tout ce qui nous engage dans la durée d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue affectif, on a besoin d'en rester maître soi-même parce que l'engagement est une partie du succès. Très intéressant. On a très envie maintenant que tu écrives un livre sur l'amour et sur, si tu l'as pas déjà fait, peut-être. C'est pas prévu. Écoute, ça serait intéressant malgré tout. Et sur les décisions, je veux dire, liées à cet attachement dans la durée. Encore une question justement sur le sujet de l'amour, parce que figure-toi que j'ai posé la question sur mes réseaux sociaux et on m'a plusieurs fois posé la question, est-ce qu'il est possible, selon toi, de tomber amoureux d'une IA? Et si oui, est-ce grave? Il y a un film formidable là-dessus qui s'appelle Her, que tu as peut-être vu. Qui est formidable, mais aussi très troublant. Qui est très troublant, ouais, il est formidable parce qu'il est troublant. Ouais. Je crains que malheureusement, il y ait beaucoup de gens qui tombent amoureux d'une IA. Ouais.
Alors, on est dans la pathologie, hein, parce que, à l'évidence, l'amour, ça ne peut pas engager un humain avec une IA. Enfin, ça me paraît assez évident. Mais il y a un vrai risque, il y a un vrai risque de déconnexion de la réalité. Et d'ailleurs, tu le dis dans le livre, c'est rigolo. À un moment, cette phrase, ça m'avait marqué en fait, il ne faut pas parler à une IA, comme si c'était un être humain. Je me rappelle pas la formulation exactement, mais d'une certaine manière, on dit parfois « et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Enfin, en fait, on l'humanise énormément. Elle a été faite d'ailleurs pour être humanisée, alors qu'en fait, non, ça reste une IA. En fait, je me rappelle plus à qui j'empruntais cette remarque, qui n'est pas de moi, mais dès qu'on commence à dire « s'il te plaît et merci à son IA », on est déjà sur une pente glissante. Parce qu'on l'humanise. Et en fait, on doit faire un effort pour se rappeler qu'elle n'est pas humaine. Pour ne pas tomber amoureux. Pour ne pas tomber amoureux et pour ne pas lui faire une confiance excessive sur des choses sur lesquelles on ne doit pas lui faire confiance. Il faut apprendre à donner notre confiance à l'IA sélectivement, sur les choses sur lesquelles on a une raison de penser qu'une IA particulière, c'est pas l'IA en général, hein, et c'est pas ChatGPT le généraliste, c'est une IA particulière peut m'aider à prendre une décision particulière en confiance. Ça, je le sais parce que j'ai des raisons de le savoir. Et ces raisons, c'est pas parce que je comprends comment le modèle fonctionne. Les gens te disent je peux pas faire confiance à une IA parce que c'est une boîte noire. Mais tu fais confiance à l'état de boîte noire, tu fais confiance à l'avion dans lequel tu montes, tu fais confiance aux médicaments que tu prends. Tu sais pas comment fonctionne l'avion, tu sais, en tout cas moi je sais pas, tu sais pas comment fonctionne le médicament, tu y fais confiance parce que des gens à qui tu fais confiance t'ont assuré que tu pouvais leur faire confiance. Donc, avant de faire confiance à une IA, il faut qu'il y ait une infrastructure de la confiance, il faut qu'il y ait des organismes, des institutions et des personnes qui te disent pour cette décision-là, tu peux lui faire confiance. Quand c'est une IA médicale, il y a des études qui sont publiées dans des revues médicales qui disent telle IA a été testée et donc on sait que pour telle tâche, elle fait mieux que la plupart des humains, donc vous pouvez lui faire confiance. Quand c'est pour une décision de management, je ne sais pas aujourd'hui qui va t'assurer de ça et c'est un vrai problème. Ouais. Et d'ailleurs, dans la troisième partie du livre, sauf erreur de ma part, si je l'ai bien retenu, c'est ce dont vous parlez, en fait, de votre militantisme, hein, réellement, pour une forme de, non pas clarification, mais de comment on pourrait dire ça, de diagnostic, en fait, des IA et de leur véracité ou leur autorité, on va dire, en fonction de tout leur domaine particulier. Absolument. On propose en fait de booster la gouvernance de l'IA. En fait, ce qu'on dit, c'est que le danger, et c'est les deux écueils dont tu parlais en introduction de cette discussion, le danger, c'est qu'il y a d'un côté des technophiles, voire des technocrates qui voudraient que toutes les décisions soient prises par l'IA et qui nous assurent que c'est pour notre bien alors qu'on n'en est pas sûr et qu'on a de bonnes raisons de ne pas en être sûr. Et on va avoir de l'autre côté des technophobes ou des nostalgiques qui nous disent « Non, il ne faut pas que l'IA décide quoi que ce soit ». Il nous semble que le bon choix, la bonne manière de réfléchir à ça, c'est pas d'être entre les deux. C'est de dire qu'on doit avoir et plus de technologie là où c'est nécessaire, et plus de démocratie pour décider là où c'est nécessaire et là où on ne veut pas que ça soit le cas. Et donc ça veut dire qu'on doit avoir une gouvernance de l'IA, un pilotage de l'IA qui nous donne confiance dans cette IA. Concrètement, ça veut dire quoi, par exemple ? Ça veut dire avoir des organismes certificateurs qui t'assurent que tu peux faire confiance à une IA parce que l'algorithme a été audité, les données sur lesquelles il a été entraîné sont les bonnes données, la qualité des résultats est suffisamment bonne par rapport à la décision des humains, les biais qui sont présents sont des biais qu'on est prêt à tolérer et pas des biais qu'on n'est pas prêt à tolérer. Qui peut t'assurer de ces choses-là aujourd'hui ? Personne. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il commence à y avoir des cabinets d'audit, par exemple, qui se positionnent sur ce marché-là, mais il n'y a pas d'autorité clairement établie. On a besoin que cette autorité s'établisse. Ouais. On n'en a pas conscience, parce que ça nous paraît évident, mais dans tous nos actes de la vie quotidienne, on fait confiance à des choses très compliquées, parce qu'on a des raisons de leur faire confiance. Je prenais l'exemple de l'avion et du médicament, mais il y a encore plus basique. Quand tu vas chez l'épicier et que tu achètes 400 grammes de carottes, comment tu sais qu'il y a 400 grammes de carottes ? Il pose ses carottes sur la balance électronique. Tu sais comment elle fonctionne, la balance électronique ? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas comment fonctionne une balance électronique. Encore quand c'était les petits poids en fonte que tu mettais et qu'on t'apprenait quand tu jouais au marchand, je pouvais comprendre. Mais là, je comprends pas. En revanche, je sais qu'il y a une petite vignette verte dessus qui dit que la balance a été contrôlée et qu'elle doit être contrôlée, je crois, tous les ans ou tous les 2 ans, je sais plus. Et donc, on peut faire confiance à la balance. On peut pas fonctionner dans une société où il y a des outils
relativement sophistiqués, mais même assez simples comme la balance, mais sans aller jusqu'à dire, on ne peut pas fonctionner dans une société sans une infrastructure qui nous donne confiance dans ces outils-là. L'IA, c'est nouveau, on n'a pas encore cette infrastructure, on a besoin de la construire. Ça m'amène à une question. Est-ce que l'IA va creuser les inégalités selon toi ? Il y a un vrai danger que comme à chaque fois qu'une révolution technologique se produit, comme à chaque fois qu'un choc change la société, il y a un vrai danger qu'il y ait des gagnants et des perdants. Enfin, il est certain qu'il y a des gagnants et des perdants, et il y a un vrai danger que les gagnants soient les gens qui étaient déjà les gagnants et que les perdants soient les gens qui étaient déjà les perdants, et que donc on accroisse les inégalités. Il y a deux réponses à ça. Il y a la réponse un peu je m'en foutiste entre guillemets de la Silicon Valley, qui est de dire bah oui, évidemment il va falloir qu'on ait une taxe sur les robots et qu'avec la taxe on donne un revenu universel à tous ces inutiles qui sont bons à rien, et ça me paraît être d'une naïveté et d'un simplisme absolument consternant. Je dis pas que c'est pas nécessaire, mais je suis certain que c'est absolument pas suffisant. Pourquoi ? Parce que la dignité des gens qu'on assiste en leur donnant un revenu universel, en leur disant vous êtes devenus moins importants que des robots, sera blessée d'une manière qui est juste intolérable, et c'est totalement compréhensible. Donc on a un vrai sujet d'organisation de la société auquel, à mon avis, on a un peu plus de temps pour réfléchir que ne le croient les gens de la Silicon Valley, pour les raisons dont on a déjà parlé, qui est que je pense que le changement va être un petit peu plus lent qu'on ne le croit. Il y a des rumeurs, ou en tout cas des choses qui circulent sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs dans les médias, qui disent que l'ère de l'intelligence artificielle est une ère du retour à l'artisanat, à des personnes en fait, et tu sais que ce sont des sujets qui me parlent en plus, évidemment l'artisanat, mais en gros que face à l'intelligence artificielle, les métiers d'avenir, paradoxalement, ne sont pas les métiers du code ou de l'intelligence, mais les métiers de la main. Mais les métiers de la main. Les métiers de la main, les métiers du cœur, les métiers de la relation, les métiers de la présence. Tu vois, une chose qui m'a frappé dans toutes les études que je lis sur où est-ce que l'IA fait mieux que les humains et où est-ce qu'elle fait pas mieux que les humains, en général la réponse c'est ah bah tiens, voilà encore un truc où l'IA fait mieux que les humains. Il y a une chose où l'IA fait pas mieux que les humains, c'est le coaching. Parce qu'en fait, un coach, bah, c'est sa présence en face de toi qui te demande et alors, tu l'as fait le truc dont on a parlé la semaine dernière ? Ou si tu as un coach sportif que tu vois toutes les semaines et qui te dit « Allez, maintenant tu les fais les abdos », et ben en fait, tu pourrais avoir une app sur ton téléphone, il y a 1000 apps sur ton téléphone qui te disent bah, « Maintenant fais tes abdos », mais c'est pas aussi bien que la présence en face de toi. Donc, tous ces métiers de la relation, de la présence et de la réalité du contact humain vont, je crois, avoir de plus en plus de valeur. Une analogie qui illustre ça, quand la musique est devenue complètement digitale, on disait ah bah tout le monde va écouter de la musique dans son téléphone. C'est vrai, les gens écoutent beaucoup plus de musique par jour sur Spotify qu'ils n'en écoutaient quand il fallait qu'ils achètent un CD et qu'ils le mettent sur leur platine. Mais est-ce que les concerts ont disparu ? Non. Ils sont même devenus beaucoup plus chers qu'avant, parce que les gens sont prêts à payer très cher pour voir l'artiste en vrai. Et je pense que cette analogie nous dit quelque chose, évidemment c'est pas la même chose, mais nous dit quelque chose de la manière dont les chaînes de valeur vont se reconfigurer à l'ère de l'IA. Je pense que la présence physique, l'intention créatrice, on en parlait à propos de créativité et d'art, toutes ces choses qui sont fondamentalement humaines et non substituables pour l'IA vont avoir de plus en plus de valeur. Un problème de ça, qu'on voit dans l'exemple de la musique, c'est que ça a tendance à concentrer cette valeur sur des modèles où le gagnant rafle tout, sur des modèles winner takes all. Donc, est-ce que ça va être l'artisanat ou est-ce que ça va être une petite poignée d'artistes de très haut niveau ? Est-ce que ça va être les musiciens qui font du live ou est-ce que c'est Taylor Swift, Bruce Springsteen et 5 autres ? Voilà un problème qui va se poser. Pour terminer, 2 dernières questions pour toi. Une erreur profondément répandue sur l'IA que tu as en tête, que tu pourrais partager en ce moment ? 2 erreurs profondément répandues sur l'IA. La première erreur, c'est je dois toujours vérifier ce que me dit l'IA parce que je suis plus malin qu'elle. Je pense qu'on a besoin d'avoir l'humilité de se rendre compte que sur beaucoup de choses, l'IA est devenue meilleure que nous et que quand elle a une opinion différente de la nôtre, c'est souvent nous qui nous trompons. Un exemple ? Un exemple qu'on a tous en tête, c'est quand Waze nous suggère un itinéraire qui nous paraît bizarre. Et on se dit, bah non, je vais plutôt prendre un autre chemin. Et quelquefois, ça va plus vite, et quelquefois, ça va moins vite. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quel temps on aurait mis si on avait pris l'itinéraire qu'on n'a pas choisi.
Mais Waze, lui, il le sait. Donc, nous, on se dit, peut-être qu'une fois sur deux, on a bien fait, une fois sur deux, on n'a pas bien fait. Waze, lui, il en tire les leçons, il va être meilleur le coup d'après. Donc, est-ce qu'on devrait suivre l'avis de Waze, même quand on pense qu'on a une meilleure idée ? Peut-être, mais ça devient mécaniquement nécessairement de moins en moins vrai avec le temps. Donc ça, je pense que c'est une erreur répandue. Une autre erreur répandue qui est peut-être encore plus élémentaire, c'est de demander à ChatGPT, qu'est-ce que je devrais faire ? Parce que ChatGPT n'est pas une bonne aide à la décision, n'est pas un outil d'aide à la décision, et parce que ChatGPT, ou Claude, ou n'importe quelle IA générative, n'est pas fait pour donner une réponse fiable, c'est-à-dire qu'il soit la même quand on lui pose plusieurs fois la même question. Et donc, qu'est-ce qu'il faut lui poser comme question à la place ? Et donc, les questions qu'on peut lui poser à la place, c'est quelles sont les questions que je dois me poser pour bien prendre cette décision. Aide-moi à réfléchir à cette décision. Quels sont les paramètres que je devrais prendre en compte ? Comment est-ce que je devrais structurer cette décision ? Quelles sont les options que je devrais avoir en tête ? Bref, lui demander de nous aider à réfléchir plus intelligemment à la décision. Plutôt que de réfléchir à notre place. Exactement. Si on devait retenir une seule chose, ou allez, 2 ou 3 choses de ce livre, quel est le message principal que tu as envie de nous faire passer ? Le message principal, je crois, c'est il n'y a pas de réponse à la question que pose le titre de ce livre, qui est « Faut-il encore décider ?» Il n'y a pas de réponse unique. Il y a des choses sur lesquelles il faut décider avec l'IA, beaucoup. Il y a des choses sur lesquelles il faut décider sans IA, certaines. Et il y a des choses sur lesquelles il faut laisser l'IA décider à notre place parce qu'elle fait mieux que nous. Et le discernement de savoir dans laquelle de ces situations on est va être une compétence essentielle pour les gens qui ont des décisions à prendre. Comment est-ce qu'on cultive ce discernement ? En se posant la question objectivement à chaque fois qu'on a une décision à prendre et en ayant l'humilité de reconnaître quand on est moins bon que l'IA pour décider, c'est-à-dire en ne croyant pas toujours qu'on est meilleur, en ayant le recul et la patience de ne pas vouloir sauter à la première idée qui nous vient et en demandant à l'IA de nous challenger quand on est dans un mode de codécision, et en ayant la réflexion éthique ou philosophique, on va dire, les grands mots tout de suite, mais bon, en ayant en tout cas le recul nécessaire pour se demander quand est-ce qu'on ne devrait pas laisser l'IA s'immiscer dans nos décisions. Et ça, c'est des compétences qui vont devenir, je crois, beaucoup plus importantes. Mon cher Olivier, je te remercie 1000 fois pour tout ce que tu as apporté comme eau à mon moulin. C'était passionnant. En plus du livre que j'ai beaucoup apprécié, comme je te le disais, qui est en plus très pédagogue, franchement facile d'accès en réalité, mais en même temps très intéressant. Merci d'avoir partagé autant de choses avec moi aujourd'hui. Pour les personnes peut-être qui nous écoutent, je sais que tu fais quand même beaucoup de conférences, que tu es présent sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous dire, si on a envie de te contacter, où est-ce qu'on peut le faire ? LinkedIn ou mon site web pour les gens qui vont encore sur le web. Donc Olivier Sibony tout simplement. oliviersibony.fr. Et c'était un grand plaisir. Je te remercie pour ta verve habituelle, ton humour et bien sûr ton intelligence qui n'est elle pas artificielle. C'est moi qui te remercie pour ton accueil et tes géniales questions. À bientôt. À bientôt.